Votre dernier article, qui sera publié dans quelques heures. J'espère bien, dans les prochaines heures, oui. Oui, et ça dit que Téhéran joue la montre. Quel est l'objectif principal? Je suis en train de le lire, il y a plusieurs parties. Vous commencez par le Parlement iranien et vous décrivez ce qui s'y passe. Allez-y, donnez-nous votre lecture de la situation avec ce nouvel article. Eh bien, ce nouveau texte, c'est un texte complexe. Il était très long au départ. J'avais plus de 3000 mots et je l'ai ramené à moins de 1500 parce qu'il relie plusieurs niveaux d'analyse. Et il ne va pas jusqu'à la situation actuelle où tout pourrait littéralement exploser dans les prochaines heures. Mais il expose, d'un côté, à quel point la position iranienne est restée cohérente depuis des mois, en fait, et surtout depuis la signature du protocole d'accord par les deux parties, Trump à Versailles et les Iraniens. En gros, ce protocole en 14 points, ce que les médiateurs pakistanais ont essayé de faire, c'était de convaincre les Américains qu'ils ne pouvaient tout simplement pas modifier ces 14 points. Les 14 points ont été en gros élaborés par Téhéran. Et pour les Américains, c'était plus ou moins à prendre ou à laisser. Vous voulez une porte de sortie, un moyen d'en finir, une forme de paix, comme vous le dites? Eh bien voilà, il faut respecter tous ces engagements. Le plus fou, c'est que le président des États-Unis a vraiment signé ce document. Donc on suppose qu'il a lu les 14 points. Mais ce n'est pas évident. Il est probable qu'il n'ait rien lu du tout, puisqu'il ne comprend toujours pas des choses aussi simples que par exemple le nouveau statut de la navigation dans le détroit d'Ormuz, qui sera désormais contrôlé et défini par l'Iran. Et l'esprit de Trump, lui, flotte quelque part entre l'Iran et Oman. Et évidemment, si on en croit les gros titres des médias occidentaux, des médias américains, personne n'a vraiment lu les 14 points ni le texte réel du mémorandum d'entente. Trump l'a fait exploser la semaine dernière. Et maintenant, c'est encore pire, parce qu'il ne s'agit même plus de renégocier le mémorandum. L'Iran, dès le départ, avait déjà dit « on ne renégocie rien ». Il a été signé par les deux parties. Vous devez respecter vos engagements et nous respectons les nôtres. Une fois de plus, pour les Américains, c'est inacceptable. Ils ne comprennent pas la notion de diplomatie réciproque ni celle d'engagement mutuel. Si vous vous engagez et signez d'un côté, l'autre côté doit faire exactement la même chose. Donc maintenant, non seulement Trump a littéralement fait exploser tout l'accord, mais en plus, il menace à nouveau de bombarder l'Iran, encore une fois. Et cela s'accompagne d'une série de crimes graves, voire de crimes de guerre potentiels, y compris le bombardement d'infrastructures civiles et bien sûr de civils eux-mêmes, encore une fois. Pas seulement ses cibles le long du golfe Persique, mais tout ce qui figurait déjà sur sa table et qui y est toujours aujourd'hui, comme l'invasion de l'île de Karg, en supposant même qu'il soit capable d'envahir l'île de Karg. Nima connaît tout ça très très bien. Maintenir des troupes américaines sur l'île de Karg, en territoire iranien, c'est pratiquement impossible. Elles seraient décimées, et tout le monde le sait. Mais le niveau de désespoir du côté de Trump, et c'est aussi quelque chose que j'ai détaillé dans ma chronique, c'est qu'il n'a jamais voulu négocier avec l'Iran. Il voulait une capitulation, il voulait une reddition, et il voulait vendre cette reddition à l'intérieur du pays, en tirer profit politiquement. À la place, il a obtenu un protocole d'accord, un instrument diplomatique qu'il a dû signer pour donner l'impression qu'il négociait, alors qu'en réalité, il n'a jamais voulu négocier quoi que ce soit. Et c'est ce qui explique, en grande partie, son désespoir total aujourd'hui. Bien sûr, toutes ces rumeurs, et dans certains cas, ces évaluations factuelles de ses capacités mentales en ce moment, continuent de circuler.
Certaines viennent même de personnes qui ont réellement travaillé avec lui. Oui, il devient sénile d'une minute à l'autre, de plus en plus, et ça affecte tout. En fait, ça touche d'abord sa mémoire. Il ne se souvient plus de ce qu'il a dit 5 secondes plus tôt, ni de ce qu'il a publié sur les réseaux sociaux. Voilà à quel point la situation est dangereuse. Tout le monde est otage de son imprévisibilité et de sa stupidité sans limite, sans parler de son ego blessé. Par exemple, certaines personnes qui travaillent avec lui, et ça circule déjà à Washington, disent qu'il était absolument furieux quand il a vu ces foules en Iran, Nima. Parce que les informations qu'on lui a données disaient que c'était un gouvernement très impopulaire, qui, en gros, torture la population iranienne. Et puis il voit 40 millions de personnes, partout en Iran, rendre hommage, vous savez, aux funérailles et aux cérémonies de l'ayatollah Khamenei. En plus de ça, si la situation n'était pas déjà assez complexe, en Iran, on entre dans l'ère de Mojtaba Khamenei. Et je tiens à le redire très clairement, ça a commencé vendredi dernier. Nous sommes dans les tout premiers jours de Mojtaba Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran et décideur ultime. À partir de maintenant, tout vient de lui. Et si on regarde ce qui s'est déjà passé, par exemple, il y a eu un député de Damas, au Parlement iranien, qui est passé à la télévision d'État iranienne en lisant une partie des communications internes entre Mojtaba et des personnes proches de lui. Donc on sait déjà ce qu'il pense. Et le plus important, Nima, et pour vous tous, c'est qu'il n'a jamais cru à la moindre possibilité de négociation avec les Américains, exactement comme son père. L'ayatollah Khamenei, en tant que révolutionnaire, en tant que dirigeant politique, en tant que chef religieux et en tant que guide suprême depuis tant d'années, savait déjà par expérience qu'il est impossible de négocier avec les Américains. Pour être honnête, Pepe, pour être tout à fait honnête, aucun des dirigeants iraniens, ni le premier guide suprême, ni le second, Saïd Ali Khamenei, ni le nouveau, aucun d'entre eux ne croit aux négociations avec les États-Unis. Je n'ai jamais entendu le moindre argument positif en faveur de discussions ou d'un accord politique avec les États-Unis. Ça n'a jamais été le cas. Tu as tout à fait raison. Et c'est justement à ce moment-là qu'on en arrive à des décisions plus stables, plus nouvelles. Par exemple, on sait déjà qu'il n'a jamais été favorable à des négociations menant à un protocole d'accord, parce qu'il n'a jamais cru que ce serait possible. Mais d'abord, il s'en est remis au Conseil suprême de sécurité nationale. Il leur a dit, écoutez, si vous obtenez une majorité solide, et c'est ce qui s'est passé, si la majorité dit, d'accord, tentons le coup, voyons ce que ça donne, alors je vous soutiendrai. Maintenant, il voit que les Américains ont tout fait exploser. Donc il avait raison depuis le début, ça ne marcherait jamais. Alors d'accord, ce qui nous amène à ceci. Si on a un président des États-Unis désespéré qui rallume la guerre et attaque non seulement des cibles dites militaires iraniennes, mais aussi des infrastructures civiles, l'Iran a déjà déclaré, par de nombreuses sources officielles, que la riposte impliquerait toutes les personnes concernées. Donc tout le monde en fera partie. D'ailleurs, la réponse jusqu'à présent a déjà été très large, non seulement dans le Golfe Persique, mais aussi en dehors, autour de ces centres de commandement et de contrôle en Jordanie, et surtout au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, à Oman et au port de Duc. Alors maintenant, imaginez ça multiplié par 1 million, ce sera la réponse iranienne. Nous sommes donc, à nouveau, en plein milieu de cette échelle d'escalade. Et celle-ci semble bien plus dangereuse que la précédente, ou même que l'escalade actuelle. Si Trump est assez désespéré pour lancer une nouvelle attaque, alors là, plus aucune limite. L'Iran ira jusqu'au bout dans sa riposte. Bon, permettez-moi d'ajouter quelque chose, parce que beaucoup de gens, qu'ils soient bien informés, mal informés, ou qu'ils essayent simplement de s'informer, commentent cette situation.
Pourquoi ne pas couler un porte-avions américain? Ce serait parfait. Mais évidemment, les Iraniens savent que s'ils faisaient ça, la fureur de l'Empire serait telle qu'elle se traduirait par le lancement de plusieurs bombes nucléaires contre l'Iran. C'est donc l'humiliation suprême. Ils gardent donc cette carte pour plus tard. L'autre carte, qui est vraiment fascinante, c'est Bab el-Mandeb. J'ai d'ailleurs republié sur mon compte X le triangle d'Al-Aqsa, ce triangle rouge qui relie Hormuz, Al-Aqsa et le canal de Suez. Voilà, le triangle d'Al-Aqsa, ce sera le blocage d'Hormuz et de Bab el-Mandeb, et bien sûr le blocage de la mer Rouge, ce qui veut dire, entre autres, qu'aucun pétrole ne sera exporté du golfe Persique. Point final. Et sans parler de tout le pétrole venant d'Arabie Saoudite, qui passe par l'oléoduc Est-Ouest vers le port de Yanbu sur la mer Rouge, complètement bloqué. Pour Ansar Allah, faire ça, c'est vraiment très, très facile. Bien sûr, si on regarde les suspects habituels, comme le pathétique Reuters, et moi venant du milieu de la presse, je sais exactement comment ce business fonctionne. On connaît le rôle de ces agences de presse occidentales, comment elles travaillent, comment elles fabriquent des infos, comment elles publient des choses sans source ou avec des sources bidons et tout le reste. Eux, ils disent que les Houthis, ces idiots, ne sont même pas capables de les nommer correctement. C'est Ansar Allah, le mouvement. Et ce sont les forces armées yéménites. Les Houthis, c'est une famille du nord du Yémen qui fait partie des fondateurs d'Ansar Allah. Donc, ils ne sont même pas capables de faire du vrai journalisme, en réalité. Ils attendent juste un ordre de Téhéran pour bloquer le Bab el-Mandeb. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et tous ceux qui sont allés au Yémen le savent. C'était mon cas l'an dernier. On s'est assis avec des membres du conseil politique d'Ansar Allah. J'ai parlé en face à face avec au moins 5 ou 6 d'entre eux. Ils nous ont expliqué comment les décisions sont prises et comment les décisions communes avec l'Iran se prennent aussi, avec la direction à Téhéran, avec les gardiens de la révolution, et ainsi de suite. Donc évidemment, on ne peut pas imaginer une bande de Houthis à Sanaa attendant un coup de fil de Téhéran, leur disant « Fermez maintenant le Bab el-Mandeb ». Non, ça ne marche pas comme ça, sauf pour les idiots. C'est une affaire très très sérieuse. Ils ont déjà étudié ce qu'il faudrait pour fermer le Bab el-Mandeb, et ils ont tout ce qu'il faut pour le faire. Mais surtout, ils savent quand le faire. Et ça a été discuté en détail entre Sanaa et Téhéran. Bon, c'est l'une de nos cartes nucléaires. La carte numéro 1, c'est le détroit d'Hormuz. Ça, c'est réglé. Il restera toujours iranien. La carte numéro 2, c'est le Bab el-Mandeb, que Ansar Allah, avec les forces armées et la marine yéménite, peuvent bloquer quand ils le veulent. Alors, la vraie question, c'est quand utiliser cette carte? Eh bien, ça pourrait dépendre de l'ampleur de l'attaque américaine. Et ça, des membres du conseil politique d'Ansar Allah l'ont déjà dit. Ils ont posé la question de manière hypothétique. Que se passerait-il avec les prix du pétrole si, enfin, vous voyez l'idée? Et bien sûr, tout le monde connaît la réponse. Le prix du pétrole va grimper à 150 et peut-être, en quelques jours, à 200. Et voilà, effondrement de l'économie mondiale. Point final. Effondrement de toute l'énergie qui sort du golfe Persique pour aller vers les clients du monde entier. Point final. Et le plus fou, Nima, ce que toi, moi et notre public savons, c'est que le niveau de désespoir du président des États-Unis le pousse à faire quelque chose qui va miner sa position politique. L'économie américaine et, bien pire encore, l'économie mondiale. Mais encore une fois, et c'est là que j'ai essayé de trouver des parallèles avec une tragédie shakespearienne pour expliquer cette histoire. Impossible. Parce que le personnage principal, le cœur du drame, est totalement insignifiant. Il ne mérite pas le talent de Shakespeare pour tisser une intrigue autour de lui. C'est un petit escroc, un mégalomane narcissique,
un psychopathe et un sociopathe. A narcissistic megalomaniac, psycho, and sociopath. So you cannot have a Shakespearean or a Greek tragedy. On ne peut pas y voir un élément de tragédie shakespearienne ou grecque. C'est juste une histoire vraiment, vraiment médiocre. Une histoire de bas étage. Le problème, c'est qu'il entraîne son propre pays et une bonne partie du monde dans ce marécage de narcissisme dans lequel il vit. Et c'est ça, le vrai aspect tragique de ce qu'on est en train de vivre. Et pour conclure, parmi les thèmes que j'ai abordés dans la chronique, il y a celui de l'Iran, qui sait parfaitement comment jouer avec le temps, comment le gérer, comment le manipuler, parce qu'ils savent que le temps joue pour eux. Ils ont compris dès le départ que la raison principale de cette guerre, c'est qu'ils ont eu un avantage presque immédiat, le détroit d'Ormuz. Cette guerre n'a jamais eu pour enjeu le dossier nucléaire iranien. Ça, c'est juste un écran de fumée. La vraie histoire, c'est que c'est une guerre du pétrole et une guerre du pétrodollar. This is an oil war in a petrodollar war. And the logic, the imperial logic was, we go there. Et la logique impériale, c'était on y va, on les bat, on provoque un changement de régime, on prend le contrôle de leur pays et surtout on s'empare de l'un des points d'étranglement pétroliers les plus stratégiques de la planète. Et là, on impose que tout, absolument tout le commerce se fasse en pétrodollars. Pas de yuan, pas d'autres devises, pas de liquide, rien, uniquement le pétrodollar. Alors dès le départ, tout ça a échoué et ça n'a fait qu'ajouter à la panique impériale. Comment revenir en arrière? Impossible. On peut bombarder l'Iran jusqu'à l'âge de pierre. L'Iran contrôlera toujours le détroit d'Ormuz. Comment échapper à ce piège qu'on s'est soi-même tendu? On ne peut pas. Et tout cela explique, en grande partie, pourquoi nous sommes aujourd'hui, Nima, en ce jour précis, à quelques heures de ce décret exécutif, dans une situation aussi dangereuse. Allez-y, Nima. J'aimerais vous poser une question sur la carte d'Al-Aqsa. Comment vous la voyez? Comment vous l'interprétez? Je pense qu'en ce moment, le calcul, c'est que si une guerre totale éclate, s'ils décident d'y aller, comme vous l'avez dit, ça peut arriver dans les prochaines heures. Yeah. I think what is the calculation right now is that if all-out war comes, if they decide to go, as you've mentioned, it can happen in the coming hours. The United States can attack Iran with all they have. Les États-Unis vont attaquer l'Iran avec tous les moyens dont ils disposent. Et la réponse iranienne sera totale. Tout le monde va être impliqué. Ce ne sera pas seulement l'Iran. Ce sera, on va avoir, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit le chef d'Ansarullah. Il a déclaré, nous en faisons partie. Ce que font l'Arabie Saoudite et tous ces pays, c'est simplement faciliter ce que les États-Unis et Israël font à Gaza et contre les Palestiniens. Voilà le résultat. C'est pour ça qu'ils considèrent cette guerre comme une guerre existentielle pour le Yémen et qu'ils vont s'y engager. À mon avis, ce qui se passe en ce moment est absolument crucial. What is happening is so critical. It depends, Pepe. It depends on what. Ça dépend, Pepe. Ça dépend de ce que serait l'attaque américaine, de la nature et de l'intensité de cette attaque contre l'Iran. Parce qu'en ce moment même, ils font leurs calculs. Juste avant qu'on entre en direct, par exemple, l'un des dossiers les plus importants, c'est celui du Liban. Et le bureau de Mohsen Rezaei, le conseiller militaire du guide suprême, a déclaré qu'une décision très importante avait été prise à Téhéran. Ils attaqueront la Syrie si celle-ci entreprend quoi que ce soit contre le Liban, contre le Hezbollah. Autrement dit, ils frapperont directement à Damas. Directement. Ils ont dit qu'ils allaient frapper directement avec des missiles et des drones en Syrie. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses entre les différentes composantes de l'axe de la résistance. On ne sait pas vraiment ce qui se trame, mais je peux vous assurer que si quelque chose se produit, ils vont tous intervenir. Tout dépendra de l'ampleur et surtout de la manière dont les États-Unis déclenchent la guerre.
est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont continuer comme maintenant, coup pour coup? Dans ce cas, il n'en sortira rien de majeur. Tout dépend de l'échelle, parce qu'ils se contentent d'observer les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont la supériorité dans l'escalade. S'ils décident d'intensifier, ils vont aller encore plus loin. S'ils choisissent d'attaquer des installations pétrolières ou peut-être des centrales électriques, comme vous l'avez mentionné, Donald Trump a dit que ce serait pour la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il va le faire ce soir ou demain. Personne ne le sait, parce qu'il n'y a aucune logique, aucun calendrier rationnel à Washington. Mais malgré tout, ils sont prêts à tout ça. Ils ont une sorte de plan préétabli. Ils savent quelle serait la réaction à chaque niveau d'escalade, à n'importe quel degré d'escalade de la part des États-Unis. Et ce n'est pas seulement ça, parce qu'une des principales raisons pour lesquelles Benjamin Netanyahou a déclaré, il y a 2 jours, que si l'Iran nous attaque, il n'y aura plus de paix en Asie de l'Ouest. There would be no peace in the West Asia. And I ask myself, why is he talking about Iran? Je me demande pourquoi il parle d'une attaque iranienne en ce moment. C'est parce qu'ils sentent que quelque chose va leur arriver. Parce que l'Iran ne va pas se concentrer uniquement sur les États-Unis et les pays du Golfe. Si quelque chose se produit, la guerre touchera aussi Israël. Ils ne seront pas à l'abri du conflit en cours. C'est comme ça que je comprends la situation. Et l'autre point, très important, que vous avez aussi mentionné dans votre chronique, c'est la question du Majlis, le Parlement iranien. Dans ce contexte, ils apportent beaucoup de soutien au gouvernement, aux négociateurs. Quand il s'agit, vous savez, du programme nucléaire iranien, ils ont dit non, ils ne céderont pas. Il y a 2 résolutions au Majlis, c'est-à-dire au Parlement iranien, qui sont vraiment cruciales. L'une concerne le programme nucléaire iranien. Ils ne reculeront pas sur ce point. Et le deuxième sujet, tout aussi important, c'est celui du protocole d'accord. Ce protocole n'existe plus. Il a été anéanti. Les États-Unis ont détruit le protocole d'accord. S'ils essaient de faire quelque chose, ils ne reculeront pas. Hier, J.D. Vance a dit qu'il tentait une sorte de manœuvre politique avec ses attaques pour adoucir la position iranienne. Mais rien de tout cela n'est en train de se produire. Je ne sais pas qui peut bien nourrir ce genre d'illusion. Who's giving this sort of delusional thinking? The Zionist lobby, Nima. It's the Zionist Le lobby sioniste, Nima, c'est le lobby sioniste. Cette espèce de pieuvre absolument horrible à Washington, dans les cercles du Beltway, entre Washington et New York, ces 2 milieux atlantistes. L'international sioniste, en somme, avec des ramifications dans le système financier mondial, tu vois. Voilà. Et ils transmettent au président des informations affreuses, nulles, complètement bidons. C'est facile parce que c'est très simple de le manipuler. Il ne lit rien. En pratique, c'est un illettré fonctionnel, puisqu'il ne lit absolument rien. Il ne lirait même pas une bande dessinée, même s'il savait comment la lire. Alors forcément, c'est très facile quand on a sous la main toutes sortes d'extraits de Fox News prêts à lui servir. of Fox News sound bites ready for him. That's the only thing that captures his, I would say, C'est la seule chose qui capte, je dirais, son attention immédiate, pendant 5 secondes à peine. Et c'est tout. Du coup, c'est très facile de le manipuler. C'est un vrai brontosaure quand il s'agit d'apprendre quoi que ce soit. Et bien sûr, en plus de ça, à cause de sa mégalomanie et de son narcissisme, il refuse d'apprendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Il déteste qu'on lui présente des informations qu'il ne connaît pas, parce que ça montre justement qu'il ne sait pas. C'est un trait typique des mégalomanes. Je suis au sommet du monde. Je sais tout. Comment voulez-vous parler diplomatie avec quelqu'un comme ça? C'est tout simplement impossible. Et maintenant, avec son ego blessé, amplifié par ces foules dans les rues d'Iran et bien sûr par toutes les réactions autour de lui. and of course the backlash all around him. And obviously, if he pays attention, Et évidemment, s'il prête attention à autre chose qu'au présentateur de Fox News, il voit bien qu'il est humilié rituellement partout dans le monde.
C'est ça le problème. Donc ces décisions viennent d'une personnalité très fragile, limite fragile, ou même pas limite, au-delà de la limite. Sociopathique, psychopathe, avec un ego blessé, revanchard, très en colère, et en plus, glissant vers la démence. C'est le cocktail parfait pour une autoroute vers l'enfer. Absolument parfait. Parfait. Non pas au sens esthétique, mais parfait dans le sens où on ne pourrait pas imaginer un cocktail plus explosif que celui-là. Et si tout ça ne suffisait pas, il joue contre le temps. Il sait très bien qu'il ne contrôle pas le temps. Non seulement il n'a pas les cartes en main, mais en plus, il ne contrôle pas l'horloge. Et tout dans cette horloge joue contre lui. Surtout l'épuisement des réserves stratégiques de pétrole. On est à peine à un mois de ce moment-là. D'après les meilleurs rapports, y compris un que j'ai reçu de contact à New York, en fait, ils m'ont dit directement, « Regarde, il faut que tu lises ça, on a tout calculé, on a des modèles. Eh bien, ce sera pour la mi-août. On est à la mi-juillet. Voilà, mi-août, fin de la discussion. Et évidemment, ce qui va se passer tout de suite sur le plan intérieur, je ne parle même pas du désastre pour l'économie mondiale, tout le monde le sait déjà, ce sont les prix à la pompe aux États-Unis qui vont s'envoler à partir de la mi-août. Donc, ça veut dire l'implosion des élections de mi-mandat. Ça veut dire qu'il va être complètement paralysé pour le reste de son mandat. C'est la seule chose à laquelle il prête attention, Ivan. Rien d'autre. Les élections de mi-mandat. Et comment les sauver, alors qu'à ce stade, c'est un désastre total. Et même pas dans le sens de dire, bon, prenons peut-être cette sortie de secours et on verra après les élections. Non, il est en train de tout détruire maintenant. Franchement, c'est sidérant. Le niveau de tout ça, la volatilité, l'inconstance, la confusion, tout. Et bien sûr, il doit satisfaire les donateurs, non? Ceux qui ont financé sa réélection, le lobby, les donateurs, ils ne peuvent pas se permettre que ce compromis leur échappe ou devienne public. Et bien sûr, derrière tout ça, ou peut-être même devant tout ça, il doit continuer à afficher cette image d'homme viril, ce personnage de macho man, qui sert à masquer, disons-le, des montagnes entières de problèmes derrière lui, tu vois. Et évidemment, la direction iranienne, ce sont des gens extrêmement rationnels. Ce sont des hommes instruits, des gens qui étudient, qui lisent, qui comprennent tout. Les vertus d'une bonne discussion, de la rhétorique, de la diplomatie, de l'échange avec l'autre, et ainsi de suite. Ils maîtrisent tout ça parfaitement. Et bien sûr, leur capacité d'analyse. Ils ont tout calculé, et ils se disent, oui, on laisse le temps jouer, et on va le rendre fou. Et c'est ce qui explique, encore une fois aujourd'hui, Nima, que ce soit peut-être le jour où il perd vraiment la tête. Ou alors, dans les prochains jours, s'il tient sa promesse de tout bombarder à nouveau en Iran. Ce qui me paraît vraiment étrange, Pepe, c'est que ces derniers jours, on a vu d'abord qu'il commençait à dire que Bahreïn et le Koweït allaient, d'une manière ou d'une autre, participer à une attaque contre l'Iran, dans le sud du pays. Et puis aujourd'hui, on a appris que l'un des commandants